Attends que le dernier s'installe. Je vais commencer par faire l'appel. Le micro il marche. Il marche. Vous m'entendez? Madame Sariké Karine. Présent. Monsieur Mourlas Courtis Bernard. Madame Antier Isabelle, procuration à Sariké Karine. Monsieur Dupoy Arnaud. Présent. Madame Poidomange Isabelle. Présent. Monsieur Minard François. Présent. Monsieur Prévost Philippe. Présent. Madame Anglo Christina. Présent. Monsieur Depré-Mauvelle Benoît. Présent. Madame Bernard Gislaine. Présent. Monsieur Lala Alain. Présent. Madame Chambossier Nelly. Présent. Madame Ricapé Evelyne. Présent. Madame Chapka Manuela. Présent. Madame Dutil Nora. Présent. Monsieur Pouillès Jean-Yves. Présent. Monsieur Omni Jean-Michel arrivera en retard. Monsieur Arangois Nicolas, procuration générale à Monsieur Pouillès Jean-Yves. Monsieur Colombier Jean-René. Présent. Madame Menviel Marie-Ange. Présent. Monsieur Sali Eric. Présent. Madame Duplat Jacob Valérie, procuration Madame Menviel Marie-Ange. Madame Genillou Annick. Présente. Monsieur Saint-Écluc Laurent. Présent. Monsieur Domergue Frédéric. Présent. Monsieur Benegui Nicolas. Présent. Parfait, on va pouvoir commencer. Donc, je suis très heureux d'accueillir une nouvelle conseillère municipale, Madame Annick Genillou. Si vous voulez dire un petit mot pour votre venue dans cette assemblée. Bonjour, merci de cet accueil. Je siège à la place de Jérôme Carreau qui a été appelé à d'autres projets sur Toulouse. Je suis à Salis depuis une dizaine d'années pratiquement. Quand je suis arrivée, j'ai eu la chance de pouvoir faire le recensement. Donc ça m'a permis de connaître déjà un certain nombre de secteurs et voir un petit peu la population à Salis. Ensuite, j'ai travaillé à l'association Avenir qui m'a permis de rencontrer un certain nombre de personnes qui sont là, donc que je connais. Et je suis bien sûr impliquée dans des associations, le Secours Populaire, Salis Sapin, Gestisol, etc. Et je suis ravie d'être là. Et merci et bienvenue. Désignation d'un secrétaire ou d'une secrétaire de séance. Donc je vous propose comme d'habitude Madame Karine Sariké. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien merci. Premier point. Procès verbal de la séance précédente. Donc on n'a pas eu de remarques. Donc on va le passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Décision du maire, Madame Sariké. Elle porte sur une demande de subvention auprès de l'État. Elle porte sur une demande de subvention auprès de l'État pour le changement des menuiseries de la mairie, à savoir pour de la DETR et éventuellement du fonds vert. Est-ce que vous avez des questions particulières? C'est une explication, on est obligé de déposer des demandes de subvention en premier pour pouvoir après avoir la réponse de l'État. Voilà. Deuxième point, acquisition d'un bâtiment 6, 8 impasse de Coulombe. Monsieur Dupoy-Arnaud. Bonsoir, merci Monsieur le maire. Monsieur le maire informe l'Assemblée que Madame Olivia Martine, propriétaire du bâtiment 6 sur la parcelle AB 0267, 8 impasse de Coulombe, l'a mis en vente au mois de décembre 2023. Considérant l'intérêt d'acquérir ce bien pour la commune, notamment pour y installer des associations, Monsieur le maire a fait une proposition d'achat au prix de 125 000 € que la propriétaire accepte. Monsieur le maire propose donc au conseil municipal d'acquérir ce bien au prix de 125 000 €. Il précise que les frais notariés seront à la charge de la commune puisque c'est l'acquéreur. Est-ce que vous avez des questions? Donc, s'il n'y en a pas, on va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point suivant, acquisition d'une parcelle de terrain 6, toujours impasse de Coulombe, Monsieur Dupoy-Arnaud. Alors, effectivement, donc c'est un terrain qui dessert en fait la parcelle du bâtiment précité.
Donc, Monsieur le maire informe que Monsieur Philippe Herbin, propriétaire de la parcelle cadastrée AB 268 à proximité du bâtiment évoqué au point précédent, propose à la commune de l'acquérir au prix de 1 500 €. Il précise que les frais notariés sont à la charge de la commune. Donc ça permettra notamment de faciliter l'accès et de faciliter le parking aussi de cette salle qui n'était pas très commode. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Donc, point suivant, échange de parcelles au Nillon. Monsieur Jean Lopouillès. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire expose qu'à la suite de la prise en considération par délibération en date du 6 décembre 2023, une proposition de déplacement d'une portion du chemin rural dit de Pouillot et de suppression de l'aliénation de l'ancienne prise par voie d'échange, il a fait procéder à une information au public de l'opération projetée du 2 janvier 2024 au 2 février 2024. Monsieur le maire informe que la direction de l'immobilier de l'État a été consultée le 28 décembre 2023. Monsieur le maire propose de déplacer une portion du chemin rural dit de Pouillot conformément au plan parcellaire si annexé. Désaffecter une portion du chemin rural dit de Pouillot conformément au plan parcellaire si annexé. D'échanger les parcelles aux conditions suivantes. M. Cussac et M. Onillon cèdent à la commune à la parcelle cadastrée section C numéro 1771 d'une superficie de 100 000 carrés. La commune cède à M. Cussac et M. Onillon une portion de chemin rural dit de Pouillot d'une superficie similaire. L'échange a lieu sans soute. M. Cussac et M. Onillon prennent en charge les frais d'acte et de géomètre. La parcelle cadastrée section C 1771 dans le chemin rural dit de Pouillot est incorporé dans le réseau des chemins ruraux. Monsieur le maire sollicite l'autorisation du conseil municipal pour accepter l'échange de parcelles dans les conditions précitées et effectuer toutes les démarches et formalités requises en vue de réaliser cette opération, notamment de mettre le tableau et la carte des chemins ruraux à jour. Avez-vous des questions? On va passer le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point suivant, régularisation de l'emprise du chemin de Boulessiane. Madame Chambossier-Nelly. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire informe que dans le cadre de la vente d'un bien appartenant à la famille Lambezat, sise sur la parcelle cadastrée D0216, la commune a été interpellée par le géomètre chargé d'établir le bornage de la parcelle. En effet, la parcelle du bâti, voire pièce jointe, empiète sur le chemin rural Boulessiane. Il convient d'en régulariser l'alignement. Monsieur le maire propose donc de régulariser l'emprise du chemin Boulessiane en cédant au propriétaire une portion du chemin rural au prix de 96 €, comme préconisé par la direction de l'immobilier d'État en date du 19 décembre 2023. Monsieur le maire sollicite l'autorisation du conseil municipal pour la désaffection, la cession de la pension du chemin rural Boulessiane et la signature des actes relatifs à ce dossier. Les frais d'actes seront à la charge de l'acquéreur. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, point suivant, définition des zones d'accélération des énergies renouvelables. Monsieur Lalard Alain. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire informe l'Assemblée que la Convention citoyenne pour le climat et son débouché, la loi climatique et résilience, ont renforcé le rôle des collectivités dans la réalisation des objectifs de la politique énergétique. Promulguée en mars 2023, cette loi fait de la planification territoriale des énergies renouvelables une priorité. Grâce à la loi, les communes peuvent désormais définir des zones d'accélération où elles souhaitent prioritairement voir des projets d'énergie renouvelable s'implanter. Ces zones d'accélération peuvent concerner toutes les énergies renouvelables, le photovoltaïque, le solaire thermique, l'éolien, le biogaz, la géothermie, etc. Tous les territoires pourront ainsi personnaliser leurs zones d'accélération en fonction de la réalité de leur territoire et de leur potentiel d'énergie renouvelable.
Les élus locaux sont donc invités à proposer leurs zones d'accélération. Ensuite, l'État présentera les zones d'accélération lors d'une conférence départementale. Il transmettra également la cartographie des zones d'accélération pour avis au comité régional de l'énergie. L'avis du comité régional de l'énergie ou de l'organe en tenant lieu sera transmis aux référents préfectoraux au plus tard 3 mois après la réception de la cartographie des zones d'accélération. 2 options sont alors possibles. Si l'avis conclut que les zones d'accélération identifiées au niveau régional sont suffisantes pour l'atteinte des objectifs régionaux, les référents préfectoraux de la région concernée arrêteront la cartographie des zones identifiées à l'échelle de chaque département, après avoir recueilli l'avis conforme des communes du département, exprimé par délibération du conseil municipal, chacune pour ce qui concerne les zones d'accélération situées sur son territoire. Si l'avis conclut que les zones d'accélération précitées ne sont pas suffisantes pour l'atteinte des objectifs régionaux, les référents préfectoraux demanderont aux communes de la région l'identification de zones d'accélération complémentaires. Les zones d'accélération nouvellement identifiées seront alors soumises dans un délai de 3 mois à compter de la demande des référents préfectoraux au comité régional de l'énergie qui devra émettre un nouvel avis. Dans un délai de 2 mois à compter de ce nouvel avis, les référents préfectoraux arrêteront la cartographie des zones identifiées à l'échelle de chaque département, après avoir recueilli l'avis conforme des communes concernées du département. Une fois la confirmation que les zones sont suffisantes pour atteindre les objectifs régionalisés de développement des énergies renouvelables, les communes de la région concernée pourront bénéficier de certains avantages. Il convient donc dans un premier temps de définir des zones d'accélération. Monsieur le maire propose de retenir l'ancien site de décharge des Antilles, ainsi que la zone du centre technique municipal pour y installer du photovoltaïque. Monsieur le maire sollicite l'avis du conseil municipal. Y a-t-il des questions? Monsieur Sali. Oui, monsieur le maire. Donc, je vois que vous définissez deux simples zones sur cette de Berne, qui sont une zone concernant du photovoltaïque sur une toiture et une zone concernant du photovoltaïque, mais là au sol. Et à ce qui concerne l'ensemble de la commune, ça vous n'avez pas concerté pour voir s'il y a d'autres zones qui étaient sensibles, qui pourraient rentrer justement dans ce schéma-là? Dans les zones communales, non. 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 Ça aurait été, je pense, judicieux de faire une concertation citoyenne. Alors, c'était au départ pour tout ce qui était communal. On aurait pu l'étendre à toute la population, mais faute de procédure qu'on n'a pas reçue dans l'ordre établi pour qu'on soit dans les règles, on n'a pas fait. On n'a pas fait, c'est ce qui s'est passé dans pratiquement 80%, pour ne pas dire plus, de communes. Donc on s'est positionné, nous, directement pour montrer qu'on voulait rentrer dans ce système-là. Il faut parler des énergies renouvelables, c'est clair. Donc on a répondu sur ces deux zones, parce qu'on a déjà été démarché, notamment pour celle des Antilles, on a été démarché par des sociétés, on fait attention, on regarde, comme quoi c'est bien possible de le faire. Voilà. Après, cette période de zone d'accélération, ou des zones d'accélération, c'est suite à la demande préfectorale de permettre aux communes de pouvoir réduire le temps de préparer le dossier. Aujourd'hui, pour faire un dossier photovoltaïque, c'est entre 3 voire 4 ans. Donc, ils s'engagent à nous le faire en 18 mois. Je ne crois pas au Père Noël. On était plusieurs maires à faire cette réflexion, comme le quoi ça va être difficile, surtout à l'administration française, qui nous demande des documents. Tant qu'il n'y aura pas qu'un seul référent, et tant qu'on continuera à passer par 2-3 pôles différents, on perdra du temps parce qu'ils se renvoient la balle entre eux. Voilà, tout simplement. Mais il fallait qu'on se positionne à ce niveau-là. Oui, au niveau du positionnement, je vous rejoins, mais par contre, pourquoi sélectionner que ces deux zones? Je pense qu'on a la possibilité d'étendre beaucoup plus de zones, de proposer plus de zones sur notre commune.
Alors, on pourra peut-être en proposer d'autres. Donc, on a des zones. Peut-être, là je vois que si. On a des zones boisées. On avait vu sur des zones boisées, c'est pas possible. On a des zones inondables, c'est pas possible. On en a vu d'autres sur lesquelles on nous a dit c'est pas possible. Donc, on s'est positionné. On a créé quelque chose. Bon, voilà. Après, si on en a d'autres qui nous permettent de faire, on verra, on le passera à l'étude, tout simplement. Après, pour moi, ça va être trop tard, parce que si, Non. au niveau régional, au niveau départemental, il y a assez de surfaces qui ont été positionnées, notre commune va être C'est pas ça. C'est pas ça. Il faut montrer une volonté, il fallait que les communes montrent une volonté de rentrer dans ce système-là, puisque la France est en retard au niveau européen. Je ne vais pas vous dire où on est, mais on est très très loin des normes qu'on devrait avoir par rapport à certains pays qui sont, on ne va pas dire en avance, mais qui sont dans le train initial qu'il doit avoir. Donc tout simplement, il faut se positionner, montrer qu'on est là pour aider l'État, quoi, entre guillemets, pour rentrer dans cette façon. Je trouve ça un peu limite, enfin un peu trop limité pour notre commune. J'aurais été. Mais on a demandé à des entreprises, parce que si vous voulez faire du photovoltaïque, il faut qu'il y ait une ligne électrique pas trop loin. Oui, parce que c'est le transfert, c'est le port d'un point à un autre qui est hyper onéreux. Et avant de rentabiliser un investissement photovoltaïque, il y a pas mal de chemin à faire. Je vais vous citer un exemple. Par exemple, là, pour le photovoltaïque au niveau de la toiture, si on mettait toute la zone U de Salis de Béarn, avec la possibilité d'installer des panneaux sur toiture, là, c'est quand même, on ouvre la possibilité, que ce soit à la commune, mais à des particuliers, de rentrer dans ce schéma-là. Mais les particuliers, ce que je veux dire. Les particuliers, c'est pas le même chemin. Les particuliers sont indépendants, ils peuvent le faire à leur façon. Aujourd'hui, un particulier qui veut faire du photovoltaïque, en 6 mois, il peut avoir son dossier fait. On parle au niveau État communal. C'est toutes les procédures qu'il y a concernant les collectivités où c'est hyper long. Et c'est l'État qui demande d'avoir, parce que pas mal de communes ont des biens, des bâtiments communaux, des terres agricoles, des terres diverses terres sur lesquelles il peut y avoir du photovoltaïque. Mais beaucoup appartiennent à des particuliers qui, eux, pourraient vouloir ou pas. Mais ça, c'est de leur ressort. C'est pas du ressort communal. Ils peuvent être accompagnés par ce schéma-là? Non, c'est pour tout ce qui est à destination des collectivités. Donc si on reste au niveau de la collectivité, par exemple, moi je vois un autre exemple, au niveau des parkings, on peut faire des parkings avec des ombrières. Alors, il y a quand même alors là vous avancez un débat, c'est dans les questions futures. Aujourd'hui, il y a des projets ou peut-être un projet de loi, je ne sais rien, sur lequel il sera question de faire tout nouveau parking couvert en photovoltaïque. Mais il y a des endroits où il y aura des parkings qui ne pourront pas être faits, de par les zones dans lesquelles seront faits ces parkings. Voilà. Donc tout ça, ce sont des idées qui sont transmises, qui sont données, mais rien n'est validé encore. Donc il va y avoir beaucoup d'évolutions dans les prochaines années, voire dans les prochains mois et prochaines années, concernant cette évolution sur ces énergies renouvelables. Voilà. Tout ça, c'est du travail qui va être fait. En gros, cette chose-là, elle devait être faite pour septembre l'année dernière. Ils nous ont poussé jusqu'au mois de mars, voire peut-être au mois de juin. Voilà l'administration française dans toute sa splendeur. On met des dates et puis en réalité, on ne les respecte pas. Voilà. Donc, mais il y a tellement d'évolution, M. Salier, sur ces systèmes-là, qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Aujourd'hui, ils sont en train de se contredire sur le problème des parkings sur lesquels il faut laisser l'eau se pénétrer, et d'autres sur lesquels il faut les couvrir. À un moment donné, il va falloir qu'ils se positionnent vraiment sur quelque chose. Est-ce qu'on doit couvrir tous les parkings, ou est-ce qu'on doit s'occuper de l'eau qui tombe pour la laisser s'évaporer à travers la terre et non l'envoyer n'importe où? Oui, mais ça fait partie. Mais l'énergie. Je vous parlez d'un exemple de parking. De parking. Donc je vous donne le contre-exemple qu'il y a avec le souci des parkings. Il y a des gens qui proposent de tous les couvrir au-delà d'une surface, et d'autres qui disent non, il faut penser à la nature, à notre terre. L'eau, c'est important. Et je
vois même, j'étais en train de réfléchir, je vois une autre zone qui appartient justement à la commune, qui pourrait porter peut-être, je dis bien peut-être, un projet au sol, et qui peut-être aurait valu de l'inscrire tout de suite. C'est laquelle, William? Au niveau du lac de l'Espo? Non. Non. Le point d'ancrage est trop loin. Aujourd'hui, en termes de coût. Ah oui, mais... La production, M. Salier, elle se fait à travers les panneaux. Mais à un moment donné, j'ai les panneaux. Mais moi aussi j'en ai, je sais de quoi je parle. Il faut les amener à un point qui ait une puissance et qui soit après capable de distribuer. Voilà. Et tout ça, ça a un coût énorme. Pour le moment, c'est pas possible. Ça a été calculé? Oui. Oui. Vous inquiétez pas. Ça fait 2 ans qu'on fait des études avec 3-4 sociétés où on a regardé tous ces endroits possibles et ces 2-là ont été retenus par les sociétés pour leur faisabilité, je dis bien du moment. Ça va peut-être évoluer comme le disait Monsieur le maire. Moi, ma position, au départ je voulais voter contre, mais là je vais simplement m'abstenir. Bon, ça c'est ma position. Oui, non, tout à fait. Monsieur Benigni, je crois que vous... Oui, je voudrais intervenir. Je crois qu'on oublie la jeunesse de cette loi. La jeunesse, c'est la CCC, c'est la Convention citoyenne pour le climat. Et cette loi, elle impose une consultation publique. Et cette consultation publique, elle a été complètement occultée à Salis. Je voulais rappeler la dernière fois, lors du conseil municipal, j'ai posé la question dans les termes concrets. Je peux le relire. Oui. Non, mais je vous rappelle. Vous vous souvenez? Donc, après concertation avec leurs administrés. Donc, la concertation, elle est obligatoire et à Salis, elle n'a pas été faite. Non, c'est après, il y a après au libre choix. C'est après. Donc, après, cette consultation, déjà, les conseillers déjà devraient définir ce zonage. Or, ici, ce n'est pas les conseillers, c'est une certaine équipe. Moi, je fais partie de la commission environnement. Alors, je ne sais pas quelle commission a décidé. Il y a des personnes ici autour de cette table qui ont décidé que c'était l'ancien site de décharge et la zone du centre technique municipal. Je réitère, c'est pas comme ça que ça doit procéder. Donc moi, de toute façon, je voterai contre. Je rejoins quelque part M. Salier sur les surfaces qui pourraient être concernées. Je l'avais également rappelé la dernière fois. Je vous renvoyais au portail cartographique des ENR. On peut aussi contacter M. Martin Le Sage, le secrétaire général du Pyrénées-Atlantiques, pour vérifier justement par rapport aux zones qui sont indiquées aujourd'hui sur les cartes. Sur les cartes de Salis, clairement en ville, les parkings publics figurent. Donc on peut passer en ENR, la loi elle est faite pour ça. Par contre, et c'était le but, on a une concertation avec les administrés, et puis les administrés s'expriment. Et comme ça, quand les décisions sont prises, vous voyez, on a l'aval, parce qu'on a déjà discuté avant. Aujourd'hui, on prend des décisions, bon alors c'est pas très engageant, mais on ne va pas assez loin. Donc moi, je voterai contre cette délibération, parce qu'elle n'est pas complète et elle ne respecte pas l'esprit de la loi. Ok. D'autres réflexions? Y a-t-il d'autres questions? Donc on va passer au vote. Qui est contre? Une. Monsieur Benigni. Qui s'abstient? 6. 6 abstentions. Merci. Merci. Point suivant. Occupation du domaine public, marché du jeudi. Monsieur Bernard Moras. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire informe que les associations sollicitent de plus en plus souvent l'autorisation pour occuper une place sur le marché du jeudi afin d'assurer la promotion d'animation. Aussi, monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d'accorder aux associations salisiennes la gratuité d'occupation du domaine public pour le marché du jeudi à raison d'une seule fois par an. Avez-vous des questions? Monsieur Benigni. Oui, il a précisé association salisienne. Ça veut dire que les associations salisiennes, elles peuvent, elles payent? Non. Alors, c'est pour... donc, c'est des associations purement salisiennes qui peuvent venir sur le marché. C'est un marché commercial. Donc, tous les autres payent, ils sont déclarés, ainsi de suite. Le droit de passage et de place. Donc, pour toute manifestation salisienne, une association a le droit,
Ça m'a été demandé plusieurs fois cette année, donc j'ai donné l'autorisation et on le passe cette fois-ci au conseil municipal pour que ce soit vraiment clair pour tout le monde. C'est pour toute association qui peut demander à utiliser un emplacement, donc qui sera placé par le placier. Ils seront placés par le placier, ils n'auront pas le choix de choisir un endroit ou un autre, parce qu'il y a des gens qui ont leur place. Donc c'est une fois, un point c'est tout par an. Une association qui a plusieurs manifestations doit faire le choix de son jeudi sur l'année, tout simplement. Et notamment, ça s'est fait pour la Randrac, que je ne dise pas de bêtises, le comité des fêtes, la fête du sel. Donc toutes ces associations ont tenu un stand le jeudi avant leur manifestation ou 15 jours avant leur manifestation. Ça a permis de se faire connaître et de faire connaître l'événement, notamment l'été. Et une association, je prends, parce que je rejoins M. Benedi, mais une association type, je ne sais pas, la Ligue contre le cancer, je dis ça parce qu'on a remis un chèque récemment, quelque chose où il y aurait une association, on va dire, à but, d'intérêt général, voilà, donc, mais non salisienne. Ceux-là aussi, quand elles sont en rapport avec la commune. En partenariat avec la commune. Donc, la Ligue contre le cancer, la Ligue contre le cancer est en partenariat avec la commune, puisque nous avons remis un chèque lors de la marche rose de 3 721 € pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Donc c'est tous ces partenariats qui sont positionnés. Vous pouvez peut-être compléter la déclaration. On le complète dans ce sens-là. L'association salisienne et en partenariat. Oui, en partenariat. Il faut savoir qu'on est souvent demandé par des écoles en particulier qui n'ont rien à voir avec notre secteur et qui, pour des raisons X ou Y, voudraient avoir justement un emplacement sur le marché. Ça, c'est beaucoup plus compliqué d'aller dans leur sens. Voilà pourquoi on limite aux associations salisiennes et qui sont en partenariat avec la commune. Dans ce cas précis, ce serait non, c'est bien ça, monsieur Rat? Pardon? Dans le cas que vous évoquez, ce serait non. Hein. Oui, c'est non. On a des fois, l'autre jour, on avait une école de Tarbes qui nous avait, qui faisait je ne sais pas quoi d'ailleurs, et qui nous avait, il faisait le tour de plusieurs marchés et il s'était positionné pour avoir un emplacement sur le marché de Salis. On n'a pas jugé bon de donner suite à leur demande, dans la mesure où on ne voyait pas vraiment quel était l'intérêt que l'on pouvait avoir. Ce principe, c'est un peu du commerce, quoi. Donc autant faut-il laisser aux associations locales caritatives, humanitaires ou associations loin du instant pour pouvoir avoir un placement. Mais toujours pareil, là aussi ce sera précisé aux associations en respectant les règles, c'est-à-dire en arrivant à 8 heures et après avoir laissé le placier faire son travail de plaçage justement des commerçants habituels et eux de prendre des emplacements. Alors en général, le placier est assez compatissant dessus et essaye de trouver des endroits qui sont des endroits porteurs, des endroits passagers quand même, pas les mettre dans un coin du marché isolé de tout le monde, quoi. Il y a quand même un certain intérêt qui est accordé à ces associations qui veulent se mettre à l'avant pendant le marché du jeudi. Et une demande doit être faite par écrit avant, pour validation. Voilà. Avez-vous d'autres questions? On le met au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Point numéro 8, tarif d'occupation des salles rotondes et Ravel de l'espace culturel Lucien Basse Catalina pour l'organisation de pots d'accueil des curistes. Madame Sarité. Monsieur le maire informe l'Assemblée que l'Office de tourisme du Béarn des Gaves sollicite la mise à disposition des salles rotondes et Ravel pour l'organisation des pots d'accueil. Il s'agirait de prévoir 9 pots d'accueil entre le 30 avril 2024 et le 15 octobre 2024. Monsieur le maire propose d'accepter la mise à disposition de la salle en fixant un tarif à 150 € par jour d'utilisation des salles et sollicite l'autorisation d'en signer une convention de mise à disposition avec l'Office de tourisme du Béarn des Gaves. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Monsieur le maire. Oui. Je veux savoir ce qui motivait à faire payer l'Office de tourisme, enfin notre Office de tourisme, 150 €. Parce que l'année dernière, c'était gratuit. Non, c'était payant.
On n'a pas le droit. Alors, on n'a pas la même information, parce que moi j'ai l'information comme quoi c'était à titre gracieux. Non, c'était pas. L'occupation, c'était. Non, le casino c'était gratuit. Mais Attention. Oui. Le casino, les pots d'accueil. Non, pas tous. Non. Comme on avait trop de curistes et la salle était trop petite, on a été obligé d'aller donc au niveau de la rotonde. Mais là on payait. D'accord. Donc la rotonde était payante, mais le casino faisait gracieusement. Tout à fait. D'accord. Ça aurait peut-être été. Alors, moi je pense que pour l'office du tourisme, enfin notre office du tourisme, c'est le nôtre, je pense que ce serait bien de réfléchir quand même à une gratuité. En plus, 150 € la journée pour une occupation de 2 heures. Un peu plus quand même. Ça dure un peu plus longtemps. Une soirée, ça dure entre 5 et 6 heures. Il y a du monde, puisque c'est monté jusqu'à 300 personnes, et Nora ne me dira pas le contraire. Ils utilisent des locaux. Pour information, la moindre utilisation d'une salle est payante. On a préféré prendre un tarif réduit, vraiment réduit, que si on avait appliqué le tarif qu'on avait validé en conseil municipal la dernière fois. Voilà, tout simplement. Et on ne peut pas s'abstenir de ne pas faire payer. Oui, les gratuités sont extrêmement limitatives au niveau des communes, donc d'une part. D'autre part, ça se fait en partenariat aussi avec les termes, donc quelque part, il y a aussi, même s'il y a un intérêt général, je suis ô combien d'accord pour dire qu'il y a un grand intérêt général, mais il y a aussi de la commercialisation des entreprises privées, donc ça ne me choque pas qu'il y ait un minimum qui soit tarifé. Parce qu'il y a des invités, des sociétés privées qui viennent exposer des objets, tout ça, mais non, ils ne paient pas. Non, c'est dans le cadre. Eux ne payent pas, donc là, ça va reposer que sur l'office du tourisme. Non, le partenariat avec les termes aussi. Les termes aussi, ça se fait de façon partenariale avec les termes. Ok. Est-ce qu'il y aura donc une facturation au terme aussi? Oui. Oui, après, là, c'est. Non, pas la commune, non, du tout. Nous, c'est une convention avec les termes. Mais ensuite, les termes. Avec l'office de tourisme, je dis des bêtises, excusez-moi depuis le début. Avec nous, on conventionne avec l'office de tourisme, et après l'office de tourisme du Berne des Gaves, bien sûr, qui a un partenariat avec les termes, de la même façon qu'il a des partenariats avec d'autres établissements sur d'autres types d'opérations. Comme l'office de tourisme a des partenariats avec nous, quand on vend des spectacles, ils prennent une commission, on leur reverse une commission. Donc c'est donnant. On a préféré mettre un prix à 150 € qu'un prix de 250 comme normalement ça aurait dû être fait. C'est le prix qui est appliqué pour certains événements. On en pensait à Salis-Sapin, je pense à la fête du sel. On les a alignés 150. On s'est aligné là-dessus, sur 150 €. Il n'y a pas une gratuité. Non. Gratuité. Oui, alors je recommence. Pour les salles Ravel Rotonde. Il y a une gratuité, on a mis depuis cette année la gratuité pour l'utilisation une fois par an pour des événements qui n'engendrent pas d'échange d'argent. Donc assemblée générale, goûter de Noël, voilà. Et donc ça, oui, dès lors qu'il y a un échange monétaire, c'est mis en contribution. On a aussi voté annuellement, donc nous le prochain vote va intervenir prochainement, moi qu'on l'ait voté en décembre, j'ai plus en tête, pour un certain nombre d'événements, on va dire majeurs pour notre commune. Je ne voudrais pas dire que toutes ne sont pas majeures, mais bon, certaines qui sont plus mises en avant. Donc je pensais, il y a Arambrac, la liste est citée, on le voit dans le conseil municipal. Il y a Salis-Sapin, Arambrac, la fête du sel. Il y a 6 ou 7. Où il y a une tarification en dehors de cette fameuse journée-là, mais pour les autres journées, 250 € de location de salle. Voilà. Et donc là, ça rentre dans cette liste d'événements. Voilà, à titre personnel, je voterai contre. C'est quand même notre office du tourisme. Non, c'est l'office de tourisme du Berne des Gaves. C'est du Berne des Gaves. C'est pas le nôtre. Si ça avait été le nôtre, c'était gratuit. Il n'y avait pas de problème. Il n'y a plus de Salis, l'office de tourisme. Il y a bien longtemps qu'il n'y a plus de Salis. C'est la compétence tourisme, monsieur le maire, est à la communauté des communes. Il ne faut pas l'oublier. Le Berne des Gaves, Salis en fait partie. Oui, non, mais justement, on en fait partie. Non, mais je vous donne ma position après. Les conseillers voteront en conséquence. Monsieur Bédégui. Juste ce montant, il a été discuté avec l'office du tourisme du Berne des Gaves. Oui. Et ils ont accepté. Sans problème. Oui, en fait, il est moins cher que l'année dernière. On a baissé le prix par rapport à l'année passée, par exemple.
Voilà. Puisque c'est pour ça qu'aujourd'hui on met au vote ce montant-là, parce que l'année dernière c'était plus cher. Donc on a quand même fait un effort, ce qui est logique de par la place que prend le tourisme à Salis et dans le Béarn des Gaves. Il ne faut pas l'oublier. Nous sommes sur le territoire. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui est contre? 1, 2, Alors, 5. 6. 6. Oui, Oui, 6. Qui s'abstient? Merci. Merci. Point suivant. Non-libération des retenues de garantie. Madame Récapé. Monsieur le maire informe le conseil municipal que le service de gestion comptable Orthez-Mourens a demandé au service de la commune de libérer des retenues de garantie appliquées sur des marchés de travaux. En 2012, des travaux avaient été effectués sur la charpente de la piscine municipale par l'entreprise Petro. Des retenues de garantie avaient été appliquées, à savoir 342,52 €, 231,74 € et 387,52 €. Cependant, cette entreprise a été liquidée. Par conséquent, ces retenues de garantie ne pourront pas être libérées au profit de l'entreprise qui n'existe plus. Aussi, Monsieur le maire sollicite l'autorisation du conseil municipal afin que le trésor public reverse ces sommes sur le budget de la commune. Je suppose qu'il n'y a pas de questions. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Point numéro 10, demande de subvention exceptionnelle d'investissement concernant l'association du cinéma François Truffaut. Monsieur Benoît de Pomorel. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire expose que l'un des projecteurs des salles de cinéma en service depuis 13 ans ne fonctionne plus. L'association François Truffaut, qui exploite le cinéma Le Salaise, a prévu le remplacement de ce projecteur pour un montant total de 60 534 €, toutes taxes comprises, devis produit par Ciné Digital. L'association sollicite l'aide financière de la commune à hauteur de 20 000 € afin d'assumer cette dépense conséquente. Après plusieurs échanges entre l'association et Monsieur le maire, il est proposé d'accepter le versement d'une subvention exceptionnelle de 20 000 €. Il est précisé que cette dépense sera inscrite au budget de l'exercice. Y a-t-il des questions? Monsieur Benigni. Monsieur Monarque, je ne sais pas si je peux voter. Je ne fais pas partie du bureau, je fais partie de l'association. Non, vous pouvez voter. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et merci pour eux. Point suivant, carte de crédit 2024. Madame Récapé. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire explique qu'afin de permettre à la commune de ne pas interrompre la réalisation d'opérations d'investissement au cours du premier trimestre 2024, il est proposé au conseil municipal, comme le prévoit l'article L 1612-1 du Code général de collectivité territoriale, d'autoriser Monsieur le maire à pouvoir engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à la section d'investissement du budget précédent, après déduction de certaines dépenses, notamment celles inscrites au chapitre 16 et 18. Le montant total des crédits inscrits en section d'investissement, tel que défini précédemment, se monte à 2 507 188,96 €, ce qui permettrait de pouvoir engager, dans le cadre de ce dispositif, 626 787,24 € au cours du premier trimestre 2024. Monsieur le maire propose de retenir le montant de 163 800 €, réparti ainsi. Opération 102, il s'agit de voirie, article 2151, pour un montant de 100 000 €, travaux de sécurisation de la route départementale. Opération 169, centre technique municipal, article 21 828, pour un montant de 16 800 €. Il s'agit du remplacement d'un tracteur à l'identique du précédent, donc tracteur Kubota, achat fait auprès du garage Castera. Article 2188 pour la somme de 13 000 €. Il s'agit de la fourniture de 6 coffrets électriques pour le marché pour un montant donc, total au niveau du centre technique municipal de 29 800 €. Opération 170 concerne un hôtel de ville
Donc, article 21 831, une somme de 1 370 € pour le changement du PC de l'école auprès de VIP Micro. Et ensuite, une somme de 2 630 € pour le PC de l'accueil de la mairie, plus la Wi-Fi de la salle du conseil municipal. Tout cela pour un montant de 4 000 €. Opération 187 pour la salle Ravel-Rotonde, article 21 314, une somme de 5 000 € pour le déplacement de la télécommande du chauffage. Ensuite, opération 325 pour les bâtiments communaux, article 21 318 pour un montant de 5 000 €. C'est au niveau de la gendarmerie, c'est pour la mise aux normes des cellules. Ensuite, opération non individualisée, article 20 421 pour 20 000 €. Il s'agit de la subvention d'équipement pour le cinéma dont nous venons de parler, soit un total de 163 800 €. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, j'aimerais avoir une simple précision par rapport aux travaux de voirie au niveau de la sécurisation de la route départementale, laquelle c'est et à quoi consistent ces travaux. Ça concerne la route de Sauveterre, pardon. Une partie de la route Sauveterre avec un aménagement qui risque de... À quel niveau? Au niveau de Begmont. Au niveau du croisement de Begmont. Oui. En fait, le conseil départemental va engager des travaux de réfection de la chaussée depuis la croix au carrefour de Begmont jusqu'à l'entrée de la route du Sauveterre là-bas. Oui. Et donc le conseil départemental prévoit les travaux en septembre. Et nous, avant ces travaux-là, il faut qu'on refasse, qu'on arrange un peu le pluvial parce qu'il y a des inondations qui sont souvent qui apparaissent là-bas sur ce secteur. On s'aperçoit qu'il y a un réseau pluvial qui existe, mais il manque quelques grilles. Il faut redresser quelques bordures, arranger le trottoir. Enfin, il y a toute une série de travaux préparatoires à faire. On sera normalement inférieur aux 100 000, mais c'était histoire d'avoir la somme pour pouvoir planifier les travaux tranquillement. D'accord, ok, merci. Et au niveau de la déplacement de la télécommande, le chauffage, 5 000 €, c'est quoi ce déplacement de télécommande? À l'heure actuelle, les télécommandes de chauffage sont dans la partie cinéma. C'est-à-dire qu'on peut y accéder par le bout du comptoir à la salle Ravel, mais pour des raisons de sécurité, on l'a condamné pour éviter des passages dans tous les sens entre la salle Ravel et le cinéma Ravel. Donc on a décidé de faire carrément mettre du côté Ravel la télécommande du chauffage de Ravel et les rotondes. Simplement. D'accord, merci. Donc on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Point numéro 12, convention d'adhésion à la prestation de gestion des dossiers d'allocation chômage du CDG 64. Madame Isabelle Pellemange. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que les centres de gestion peuvent proposer à leurs collectivités affiliées et adhérentes des prestations facultatives. À ce titre, le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques propose une prestation de gestion des dossiers d'allocation de retour à l'emploi, ARE. Compte tenu que des agents de la commune bénéficient du versement d'ARE, il propose l'adhésion à la convention de gestion des dossiers d'allocation de retour à l'emploi proposée par le centre de gestion à compter du 1er mars 2024. Monsieur le maire précise que depuis jusqu'au 31 décembre 2023, cette prestation était comprise dans la cotisation mensuelle versée au CDG. Elle devient désormais une prestation payante hors cotisation mensuelle. Monsieur le maire sollicite l'autorisation du conseil municipal pour signer la convention jointe en annexe. Avez-vous des questions? Je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ok, merci. Donc, point suivant, commission municipale, remplacement de Monsieur Jérôme Carreau.
Donc je rappelle que M. Jérôme Carreau a, comme l'a dit Mme Geniou tout à l'heure, conseiller municipal a démissionné et faisait partie des commissions suivantes: la commission finance, la commission tourisme, thermalisme, communication et casino. Mme Annick Geniou, nouvelle conseillère municipale, sollicite donc l'autorisation de siéger au sein de ces deux commissions en remplacement de M. Carreau et souhaite également siéger à une commission supplémentaire qui est la commission éducation, jeunesse et sport. Donc je propose au conseil municipal d'accepter la proposition de Mme Geniou Annick pour siéger au sein de ces trois commissions. Est-ce que vous avez des questions? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci. Donc, point suivant, création d'un emploi non permanent d'adjoint administratif à l'accueil à temps complet, accroissement temporaire d'activité. Compte tenu du surcroît d'activité, finalisation de l'adressage, les remises des plaques des numéros, mise à jour des listes électorales, préparation des futures élections européennes, la gestion funéraire, la numérisation des actes d'état civil, je propose de créer un emploi d'adjoint administratif à temps complet. L'emploi sera créé pour la période du 1er avril 2024 jusqu'au 31 mars 2025. Cet emploi appartient à la catégorie C. L'emploi sera pourvu par le recrutement d'un agent contractuel en application des dispositions de l'article L332-23 numéro 1 du Code général de la fonction publique qui permet le recrutement des agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale cumulée totale de 12 mois pour une période de 18 mois consécutifs. Par période de 18 mois consécutifs. L'emploi pourrait être doté du traitement afférent à l'indice brut 367. Donc, ça, ce sont des chiffres. Monsieur, je rappelle que, et je sollicite l'autorisation du conseil municipal pour la création d'un emploi d'adjoint administratif dans les conditions précitées et la signature du contrat de travail. Je précise que les crédits sont prévus au budget de l'exercice. Avez-vous des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, toujours dans les emplois, création de trois emplois permanents d'adjoint technique à temps complet. Je rappelle au conseil municipal que 3 agents avaient été recrutés l'année dernière sous contrat à durée déterminée au service technique pour remplacer des agents absents ou partis à la retraite. Compte tenu que le besoin de renforcer les services espaces verts et bâtiments est devenu permanent, je propose de créer les 3 emplois d'adjoint technique à temps complet à compter du 1er mars 2024 et de pérenniser les agents occupant actuellement ces postes. Je sollicite donc l'autorisation du conseil municipal pour la création de ces 3 emplois d'adjoint technique. Je précise que les crédits, eux aussi, seront prévus au budget de l'exercice. Voilà, donc, ils ont passé un an en contrat en CDD. Donc là, ils vont devenir stagiaires, si vous acceptez, si on vote positivement, pour qu'après ils soient titulaires au bout d'un an. Voilà. Et nous sommes complètement satisfaits de ces agents qui travaillent vraiment bien et sur qui on peut compter en termes de polyvalence, mais aussi de disponibilité quand on en a besoin. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci pour eux. Dernier point, informations et questions diverses. Hein? Oui. Donc, je vais commencer par une information. Vous savez que vous avez tous répondu à un questionnaire sur le recensement. Donc je tenais à vous remercier pour votre participation, d'avoir répondu, et pour certains qui ont poussé certains récalcitrants à répondre à tout ça. Ça n'a pas été facile. Je tenais à remercier toute l'équipe des personnes qu'on a embauchées. Ils étaient 13 au total, 14 avec Annick. Ils ont très bien travaillé. Ça n'a pas été facile pour tout le monde. Ça a duré un mois et demi, mais les résultats sont là. Il y a un constat, une évolution de la population depuis 2020. La population est en accroissement. Alors, je vais vous annoncer le chiffre qu'on a à l'heure actuelle, en attente de consolidation par l'INSEE, sachant que nous recevons encore certaines réponses de gens qui n'ont pas répondu complètement. Vous avez répondu, mais partiellement. Donc, aujourd'hui, nous avons une population de 4 823
31, pardon. 4831 habitants sur la commune de Salles. Avant, c'était 4500. 4500. 4572. Donc, c'est une bonne nouvelle pour la commune. On pourra toucher une DGF plus importante, donc on pourra investir un peu mieux, et ainsi de suite. Voilà. Donc, à nous à travailler pour le bien de notre commune, pour le bien de nos habitants. Ça, c'était une information que je tenais à vous faire. Ensuite, les questions diverses. Donc, j'ai reçu les premières questions qui émanent de Sally Soccer. Bonjour, nous vous prions de trouver ci-dessous nos questions diverses pour le Conseil du 28. Point 1. Pour rappel, le 10 janvier 2024, nous avons envoyé à l'ensemble du Conseil municipal le mail ci-dessous. Monsieur le maire, nous vous remercions d'avoir pris en compte nos demandes d'informations formulées lors de la dernière réunion du Conseil municipal concernant le projet de France Terme. Vous avez précisé avoir adressé à France Terme un courrier au nom du Conseil municipal. La réponse de M. Serafini était adressée également à l'ensemble des élus. Merci de bien vouloir nous faire parvenir ces deux courriers à l'ensemble du Conseil municipal. Dans cette attente, nous prions d'agréer, Monsieur le maire, de sincères salutations, le groupe Sally Soccer. Donc, alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'énoncé de votre question, car vos questions du dernier Conseil municipal portaient bien sur la Sainte-Catherine de Bourbon. Je les ai, je peux vous les rappeler si vous voulez. Je peux vous les relire, et la commission tourisme. C'est lors de la discussion dans le débat sur France Terme que j'ai proposé de faire un courrier à M. Serafini. Je fais la réponse et cette proposition à la question initialement qui avait été posée par M. Benigui, qui d'ailleurs vous a rappelé que je m'étais déjà engagé à faire une demande écrite. Je n'avais pas précisé avoir adressé un courrier à France Terme comme vous le dites, puisque je l'ai fait après. Je vous rappelle que c'est une décision que j'ai prise seule et en aucun cas de votre initiative. Je m'engage à vous les remettre d'ici quelques jours et je serai très vigilant quant à l'utilisation que vous ferez de ces courriers. Quand je vois que vous vous appropriez beaucoup de choses qui ne sont pas de votre initiative, il y a de quoi regarder. J'en profite aussi pour vous rappeler aujourd'hui qu'une communication a été faite par France Terme sur le journal Sud-Ouest et sur la République, je pense que tout le monde les salue, au niveau de ces articles. Les travaux ont bien recommencé, comme annoncé dès le début de ce mois de février, avec la réfection des deux bassins du spa, dont notamment la rénovation totale du bassin aqualydique et l'amélioration des vestiaires afin d'accroître le confort dès la prochaine saison qui débutera, comme annoncé, le 29 avril 2024. C'est plus de 800 000 € qui sont investis en 2024 avant cette saison thermale, confirmant ainsi l'engagement annoncé par son président, M. Serafini. Pour rappel, à l'intersaison 2022 et 2023, une première tranche du programme de rénovation sur les bâtiments des thermes avait été faite avec une partie de la toiture, la création du pôle administratif et les vestiaires du personnel à l'étage des thermes. Je vais reprendre une phrase de Sylvain Serafini, donc Dixit. Le développement de l'offre de médecine thermale, l'enrichissement de l'offre spa et thermoludique, ainsi que la création d'une offre d'hébergement diversifiée sont toujours au cœur de notre concept de ressort. Voilà ce que rappelle le président. Je vais faire une petite conclusion, n'engage que moi, mais elle n'est pas trop mal, je pense. Pour faire simple, les thermes sont le réacteur de toute l'opération de France Terme. Je dis bien le réacteur. Une fois que le moteur sera réparé et qu'il fonctionnera, ils vont pouvoir s'occuper du reste, donc de vacanciel, sur lequel un programme de travaux est en cours d'élaboration. Voilà, c'est une info que j'ai eue ce matin. En cours d'élaboration, et après ce sera l'Hôtel de France et d'Angleterre. Donc, en gros, je pense qu'au prochain conseil municipal, je me suis entretenu avec Sylvain Serafini, je suis transparent au maximum. Je vous dis ce que je peux dire. Normalement, au mois prochain, il y aura un conseil municipal, puisqu'on aura des orientations budgétaires à faire. Monsieur Sylvain Serafini, s'ils ont fini le programme calibré, viendra présenter tout ça, comme il s'était engagé dans le courrier. Donc, quand je vous annonce que France Terme va communiquer, c'est qu'ils le feront. Il va falloir me croire un petit peu, car je ne vais pas annoncer des choses, et je serai toujours dans la transparence et la certitude. Voilà la première question. Deuxième question. Quelles mesures avez-vous envisagées pour soutenir l'activité économique, commerce, hébergement, dans le contexte de la fermeture des thermes pour cette année et pour l'année prochaine?
Donc aujourd'hui, il est difficile de prendre des mesures d'aide pour les commerces et autres car nous n'avons pas la compétence économique au niveau de la commune. Je vous rappelle que c'est bien la communauté des communes qui possède cette compétence. Et sans mettre le loup, mais bon, en vice-président, M. Saint-Duc, on n'en a jamais parlé de cette chose-là. Donc voilà. Donc je vous invite tout simplement tous à consommer local, c'est-à-dire consommer à Salis-Berne. Merci. Voilà les 2 questions du groupe Salis au cœur. Question suivante de M. Benegui. Première question. État de la consommation énergétique des bâtiments communaux. Monsieur le maire, suite à ma demande au conseil municipal du 23 mars 2023, Madame Isabelle Poy-Dommage nous informe que les données pour le travail d'analyse des factures au niveau des bâtiments et de l'éclairage ont été collectées pour 2021 et 2022. Je l'ai rappelé lors du conseil municipal du 12 avril 2023. Nous pouvons supposer que l'année de même, dorénavant, pour 2023. Est-il possible d'avoir des résultats détaillés de ces analyses pour les années 21, 22 et 23 ? Pouvez-vous en exposer une synthèse au conseil municipal ? Bien cordialement, M. Benigni. Donc, je laisse la parole à Mme Isabelle Poy-Dommage. Merci, Monsieur le maire. Tout d'abord, je tiens à remercier Mme Catherine Garin pour son travail, puisque c'est elle qui a créé un tableau qui récapitule toute la consommation à l'année de la municipalité. Ainsi que M. Alain Bourrem, puisqu'ils ont travaillé ensemble. Il ne faut pas les oublier. Ils ont travaillé en bilan. Alors, je peux le dire. Voilà. Alors, je vais reprendre tous les tableaux qui m'ont été donnés. Donc, je vais commencer par la consommation générale en reprenant l'année 2021, 2022, 2023. Donc, en 2021, consommation kilowattheure 906 865 pour un montant TTC de 168 871,46 €. 2022, 964 905 kWh pour un montant TTC de 177 112,78 €. 2023, 704 749 kWh pour un montant de 244 705,47 €. Pour la consommation des bâtiments communaux, 2021, consommation kilowattheure 408 614, montant TTC 78 538,01 €. 2022, 460 361 kWh, montant TTC 88 372,66 €. 2023, kWh 343 798, montant TTC 130 654,92 €. Concernant l'éclairage public, 2021, consommation kilowattheure 464 730, montant TTC 78 140,79 €. 2022, consommation kilowattheure 448 123, montant TTC 73 909,49 €. 2023, kilowattheure 310 356, montant TTC 87 104,39 €. Je voudrais juste amener une petite précision concernant l'éclairage public. On a pu voir qu'en 2021, nous étions à 464 730 kWh. On a fini en 2023 à 310 356 kW, ce qui fait un delta de pratiquement 154 374 kW de moins. Par contre, en termes de consommation, la consommation étant plus chère, malgré le coût a été plus cher, de 13 194 €. Voilà. C'est des choses quand même importantes. Malgré, en réduisant de 150 000 kW, on a une augmentation de tarifs. Donc ça comprend bien que l'électricité coûte cher. Et pour finir, branchement provisoire et autres. Donc en 2021, consommation kilowattheure 33 521, montant TTC 12 192,66 €. 2022, 56 421
kWh, montant TTC 14 830,63 €. 2023, kWh 50 595, montant TTC 26 946,16 €. Voilà les chiffres à l'heure actuelle. Donc, Et définitifs. on a une consommation, donc un petit résultat global quand même, il faut l'expliquer. Aujourd'hui, on a une consommation en baisse de 202 116 kWh, ce qui est quand même important, grâce notamment à l'éclairage public, puisque c'est 154 kWh, 154 000 kWh qui ont été moins consommés. Tout ça grâce au programme qu'on a mis en place depuis 2022, donc qui a été fait en partie en 2022 et 2023, sur l'utilisation du LED dans tout le centre-ville. Et je vous rappelle que nous finirons cette année la totalité de la commune tout en LED avec les travaux qui vont débuter courant mars pour tout l'éclairage public. Voilà. Donc la consommation a baissé. Heureusement qu'on fait baisser la consommation parce que l'électricité augmente, comme vous avez pu le voir, au tarif des prix. Donc ce qui laisse quand même une augmentation avec moins de 202 000 kW, 202 000 kW de moins. On paye 75 000 € de plus. 75 834,01 €, si vous voulez les chiffres précis. Voilà. Donc je tenais quand même à remercier tous les utilisateurs des bâtiments communaux, les employés municipaux, les écoles. Il y a quand même un effort qui a été fait par tout le monde. Ça permet de réduire quand même beaucoup de consommation, donc ça c'est bien pour la planète, mais surtout de réduire l'augmentation du tarif de l'électricité. Voilà, ça c'était la première question. Deuxième question. La loi Egalim, restauration collective. Monsieur le maire, la loi Egalim promulguée en 2018, complétée en 2021 par la loi Climat et Résilience, prévoit plusieurs dispositions qui ont pour but d'améliorer la qualité et la durabilité des repas servis dans le cadre de la restauration collective, avec des dates d'entrée en vigueur échelonnées dans le temps notamment. Au moins 50% des produits durables et de qualité, donc au moins 60% pour les familles de produits viande et poissons au 1er janvier 2024, donc au moins 20% de produits bio dans tous les repas servis. Affichage des taux en produits durables et de qualité atteints et information des convives, mise en œuvre de menus végétariens, un par semaine pour la restauration scolaire, mise en place d'une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. Pourrait-on avoir un retour sur l'application de cette loi dans les établissements scolaires et EHPAD salysiens? Donc concernant les EHPAD, je ne vais pas en parler ce soir, c'est pas le lieu. Moi je parlerai que de l'établissement scolaire que l'on a, c'est la cantine de l'école La Fontaine. Donc voici les réponses, M. Denegui. Donc la réponse, pardon. Alors, il a fallu que je m'applique. La loi Egalim, promulguée en 2018. Bon, ça c'était votre question, excusez-moi. Donc, pour être ici. Afin de réaliser les objectifs de la loi Egalim, la commune de Salis s'est engagée depuis la rentrée dans deux dispositifs. Le Manger Bio et le Local 64 et Ma Cantine. Manger Bio et le Local 64 est une démarche pilotée par le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques afin de mettre en relation les établissements de restauration collective avec les producteurs locaux inscrits dans une démarche vertueuse afin d'optimiser les circuits d'approvisionnement, offrir des débouchés à nos agriculteurs et participer activement à la promotion d'une alimentation saine et responsable auprès du plus grand nombre. Ma Cantine, le deuxième dispositif, est un outil gouvernemental pour accompagner les acteurs de la restauration collective à proposer une alimentation de qualité, saine et durable. L'objectif est de faire un bilan afin de se situer par rapport aux objectifs de la loi, d'accéder à des conseils personnalisés, de mieux informer les convives et de participer aux campagnes de télédéclaration. Donc, la commune met progressivement en place des mesures phares de la loi Egalim. Plus de 2 produits de qualité durable dans les assiettes. 2 nouveaux producteurs locaux et bio depuis la rentrée. Bascalia d'Espelette, ce sont des produits laitiers.
Noust et Tilili de Gabat, qui sont des huiles alimentaires, en plus de ceux qui existent déjà, les salines de Salis, le terroir de Cabania de Cam et Albert Lacu d'Ornule pour la viande, les 3 boulangeries de Salis et l'épicerie Les Deux Filles de Salis pour les fruits et légumes. L'objectif est bien d'augmenter le nombre de fournisseurs locaux et bio. La lutte contre le gaspillage alimentaire. La commune a mis en place depuis plusieurs années la réservation de repas pour adapter le nombre de repas effectivement nécessaires. Donc faire des réservations, c'est quand même important. De plus, une démarche est en cours qui consiste à trier à l'issue du repas les aliments non consommés par catégorie et d'imaginer ensuite comment éviter ce gaspillage en le réemployant, en valorisant ou en redistribuant certaines de ces denrées. Par exemple, aujourd'hui, tout ce qui est fruits qui n'ont pas été mangés, on essaie de transformer en dessert avec des tartes. Diversification des sources de protéines et menus végétariens. La commune est en réflexion afin de proposer un plan de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales dans les repas qu'ils proposent. De plus, un menu végétarien est proposé par semaine. Ça depuis l'année dernière. Substitution aussi des plastiques. L'utilisation des bouteilles d'eau plate en plastique est interdite et la commune utilise des fontaines à eau, des verres en verre, des couverts en porcelaine et a fait l'acquisition de carafes en polypropylène, plastique alimentaire et recyclable. L'information des usagers, la commune indique sur ses menus l'origine des produits utilisés. De plus, la commune s'engage par un affichage permanent en fin d'année à communiquer la part des produits issus de l'agriculture biologique et de la production locale dans ses achats. En conclusion, la commune s'inscrit pleinement dans cette démarche visant à réaliser à terme des objectifs de la loi Egalim. Elle porte ses fruits puisque le pourcentage d'achat de produits bio est passé de 10,5% pour la période du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023 à 13% pour la période du 1er décembre au 29 février. On a arrêté au 15, mais on a mis jusqu'à parce que ce sont les vacances. Le pourcentage d'achat des produits dits durables Egalim, à savoir 50% de produits durables et de qualité, est passé pour les mêmes périodes de 13% à 14,30%. Et le pourcentage total de produits bio et ou local est passé pour ces mêmes périodes de 12,7% à 23,7%. Cela dans un contexte où il est de plus en plus difficile de trouver des fournisseurs qui acceptent d'approvisionner en faible quantité, car les volumes de la cantine Salis restent encore faibles, puisque nous faisons à peu près une centaine de repas par jour, et c'est des petits repas. Les matières premières sont de moins en moins disponibles. Pour ça, suivant les saisons, aujourd'hui, les producteurs bio ont pas mal de problèmes, et tout ça en garantissant un prix modéré. Voilà ce que je pouvais dire sur cette question numéro 2. Et la dernière. Monsieur le maire, donc ça concerne la redevance incitative des ordures ménagères, le suivi. Lors du conseil municipal du 14 décembre 2022, vous êtes engagé personnellement à faire remonter ma question et mes 3 suggestions, situation particulière de certains foyers, fonds de solidarité pour les déchets, courbe exponentielle, pollueur, payeur, au président de CCBG pour réponse. Qu'en est-il? Pourrait-on avoir un retour à ce sujet qui interpelle de nombreux Salisiens et Salisiennes? Donc, sur la situation particulière de certains foyers, rien n'a été retenu, car il a été décidé de ne faire aucune différence entre les uns et les autres. Concernant un fonds de solidarité, cela rejoint un petit peu le premier point, et il faut faire un effort collectif dans le tri et la réduction des déchets. Avec la redevance incitative, le RI, celui qui pollue est normalement celui qui consomme le plus et de ce fait est amené à payer plus de levée. Voilà les réponses apportées. Je vous rappelle que j'ai même évoqué, puisqu'on en a parlé lors d'un conseil d'administration d'un EHPAD, j'ai même évoqué la question des bacs concernant les EHPAD. Et il m'a été répondu qu'il fallait contrôler qu'ils soient tous bien remplis avant de le mettre dans un autre. Voilà, monsieur Benegui, vos réponses à vos questions. Donc, le conseil municipal est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et à la prochaine, au mois de mars, normalement, on aura un conseil municipal. Merci.